Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour Grégoire de Hemptin. Bonjour Yves. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme d'habitude, je te présente succinctement et comme ça on entre directement dans le vif du sujet. Et tu me corriges surtout si je me trompe. Donc, tu as travaillé dans différentes startups belges qui étaient souvent en pleine croissance. Tu as eu aussi plusieurs expériences dans des grands groupes, ce qui permet une approche, je trouve, assez variée et intéressante. Et tu es ensuite devenu CTO, donc Chief Technical Officer, donc plus pour la partie technique d'une boîte qui s'appelle Cluepoints. C'est une solution de surveillance basée sur le risque pour des essais cliniques. Correct. C'est très spécifique. Tu nous en diras peut-être plus. Et puis, tu as lancé une application, un logiciel qui s'appelle Vestiaire. Tout à fait. Et qui est devenu Stylist, c'est ça ? Stylicist, pardon. Et c'est un assistant vestimentaire numérique qui fait des recommandations, c'est ça ? Oui, c'est ça. Recommandations de tenue. Oui, de tenue, d'habits. Et ensuite, pour pouvoir compléter on en reparlera, pour pouvoir compléter tes connaissances en intelligence artificielle, tu as décidé de faire un MBA en gestion. Et ensuite, tu as cofondé Shape, il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et où tes fonctions ont évolué pour être maintenant chef des opérations, des finances et des RH. Un sujet assez vaste. Correct, oui, c'est assez vaste. Mais bon, voilà, on est encore au début, donc il faut traiter beaucoup de sujets en même temps. Mais justement, pour commencer, est-ce que tu peux m'en dire tout de suite plus sur Shape, déjà d'où est venue l'idée, enfin voilà, faut bien que ça commence, hein, Shape à un moment, et à quels besoins vous répondez et comment ton rôle a évolué, enfin bref, oui. Un peu l'histoire de Shape. Ben, toute l'histoire de Shape a commencé donc après mon MBA, je cherchais à trouver une aventure dans laquelle je pouvais m'engager, mais également pour moi c'était important de trouver une carrière dans le domaine de la durabilité, de l'impact sociétal. Et donc j'ai fait plusieurs rencontres et notamment celle d'Alexandre, mon associé aujourd'hui. Et à l'époque, il était gestionnaire énergie à la ville de Bruxelles. Et en tant que gestionnaire énergie, donc son rôle était d'identifier les opportunités d'optimisation de l'utilisation de l'énergie, gaz, élec, mais également eau qui venait sous sa responsabilité. Okay. Et en fait, en travaillant comme gestionnaire énergie, il a identifié un problème dont il n'avait pas conscience, et en tout cas ses prédécesseurs n'en avaient pas conscience, c'est qu'il y avait énormément d'eau qui était perdue dans les bâtiments publics. Donc la ville de Bruxelles, ça représente plus ou moins 300 bâtiments publics. Et ils ont annuellement une facture d'eau plus ou moins, en tout cas à l'époque, d'1 million d'euros. Donc voilà, c'est quand même conséquent. Maintenant, les types de bâtiments, on parle de salles de sport, d'écoles, de bâtiments publics, de musées. Enfin voilà, c'est quand même une grande variété de types de bâtiments différents, ce qui justifie bien entendu une consommation d'eau importante. Mais bon, en investiguant quand même un peu plus en détail, il s'est rendu compte qu'en fait 40% de la consommation d'eau était directement gaspillée et allait directement à l'égout, soit à travers de fuites, soit à travers d'autres, quelque part, pertes à travers des fontaines qui n'étaient pas en circuit fermé et autres. Notamment la fameuse histoire du Manneken Pis qui, apparemment, on s'est rendu compte que ça faisait 400 ans qu'il n'était pas en circuit fermé. Ah oui, donc c'était et donc, voilà, il y avait 50 litres par heure qui passaient là et directement à l'égout. Oui. D'eau potable. Ça, voilà, d'eau potable distribuée. Donc, c'est de l'eau qui passe par la Vivaqua et donc qui a été assainie. Et il y a tout un coût associé, bien entendu, à cette eau. Ouais. C'est plus le cas maintenant. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, c'est un circuit fermé. Mais donc voilà, donc ça c'était son constat et donc bon en le rencontrant et en discutant ensemble, donc lui il avait déjà commencé à explorer un peu la problématique, il avait déjà se dit tiens mais comment est-ce qu'on pourrait résoudre le problème et comment est-ce qu'on pourrait en tout cas déjà commencer par monitorer. Et donc voilà il avait commencé à discuter avec un ami à lui qui est en électronique, donc un ingénieur en électronique qui avait développer un petit appareil qui permet de regarder le compteur en permanence, le compteur d'eau, et donc découvrir éventuellement des consommations nocturnes ou autres. Donc sur le compteur principal. Sur le compteur principal.
Et donc moi, quand je l'ai rencontré, il me disait, mais en fait, voilà, on a besoin de connaissances en software. Nous, voilà, on a développé cet appareil, mais en fait, il faudrait créer une app, il faudrait créer un site web, il faudrait créer quelque part tout un environnement qui permet aux utilisateurs de se connecter et puis éventuellement d'être alertés en cas de fuite ou en cas d'anomalie. Et donc, je leur ai dit, écoutez, j'adore l'idée, on peut commencer demain. Et donc voilà, c'est comme ça que finalement l'histoire a commencé. Et donc j'ai commencé à travailler un peu sur la problématique. Au début, vraiment en tant que développeur finalement, parce que je suis ingénieur en informatique et j'avais une bonne expérience dans ce type d'application. Donc j'ai commencé plutôt un rôle en tant que développeur. Et puis petit à petit, on a eu des clients, l'entreprise a grandi. Et puis avec mon background de MBA qui est quand même assez large en termes de compétences. Donc, j'ai quand même parcouru pendant 2 ans des cas allant des problèmes de ressources humaines, de leadership, d'opérations, même de vente et autres. J'étais un peu celui qui avait le background le plus large, pas forcément spécialiste du tout, mais le plus large. Et donc, petit à petit, les attributions qui m'ont été données, c'était plus que faire du software, mais c'était également, tiens, mais est-ce que tu peux regarder le plan financier? Tiens, mais est-ce que tu peux regarder comment est-ce qu'on fait pour recruter quelqu'un? Quels sont tous les aspects légaux, etc. Et donc, j'ai un peu touché à tout. Et puis, l'équipe a grandi. On a recruté assez rapidement, en fait, des développeurs. Et donc, moi, je me suis un peu retiré de la question développeur parce que je pouvais plus gérer ça et ça demande quand même pas mal de concentration et je devais me concentrer sur d'autres sujets. Donc je me suis vraiment concentré sur aujourd'hui comme tu l'as mentionné, les parties finances, ressources humaines et opérations qui sont aujourd'hui mes responsabilités principales. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Et donc Zinedine, qui est mon associé, qui est vraiment l'ingénieur en électronique, lui maintenant a élargi ses compétences et donc il s'occupe de l'électronique et de la partie software. Et puis ensuite, Alexandre, donc celui qui a eu l'idée au tout début, lui en tant qu'ingénieur architecte, a pris la responsabilité vraiment de la vente en fait, parce qu'il connaît le marché, il est le plus à l'aise avec les problématiques, avec les différents types de métiers aussi associés à la problématique du monitoring des bâtiments. Oui, donc il y en a un qui est gestion des opérations au sens large, plus interne, le back-office, un qui est plus sales, vente, et un qui est plus produit, c'est ça? Exact. Ok. Et donc, vous avez déjà des clients, ça se passe comment? Parce que vous avez commencé par avoir des clients avant d'avoir un produit, vous avez eu un produit tout de suite, enfin, comment ça... En fait, on a commencé à avoir des clients avant d'avoir un produit, en effet, parce que la ville de Bruxelles était notre prototype. Donc, on a commencé d'abord on avait un espèce de, ça ressemblait à un énorme walkie-talkie qui était pas du tout sexy, mais qu'on avait connecté à quelques compteurs d'eau et qu'on a pu tester et voir si ça donnait un résultat probant. Et donc voilà, donc petit à petit, et surtout, en fait, on a commencé à ce moment-là déjà à vendre une solution beaucoup plus aboutie, mais sur PowerPoint. Et on a été voir différents autres clients en leur disant, tiens, mais est-ce que ça vous tente? Est-ce que vous pouvez vous identifier à ce problème? Est-ce que vous avez déjà rencontré ce problème? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une partie des gestionnaires ou des gestionnaires de bâtiments qui n'avaient pas conscience qu'il y avait des fuites et que ça pouvait être tout un problème. Et d'autres qui disaient, mais non, en fait, moi j'ai eu un dégât des eaux il y a 2 jours, c'est monnaie courante, en fait elle est géniale votre solution et moi je voudrais la voir demain. Donc on a eu un peu les 2 sons de cloche. L'histoire c'est qu'effectivement la problématique de l'eau est moins mise en avant sur les 10 dernières années parce qu'on parle surtout du climat, on parle surtout de l'optimisation des bâtiments en termes d'énergie. Et bien entendu, l'eau n'est pas directement concernée par rapport à l'optimisation de l'énergie. Voilà, c'est l'histoire du parent pauvre. Même encore maintenant, je lisais les différentes clauses qui sont dans le Green Deal que l'Europe est en train de négocier. De quoi est-ce qu'on parle? On parle de matériaux de rénovation, on parle de panneaux solaires, on parle d'optimisation énergétique, mais on parle relativement peu d'eau. Pourtant, l'eau, si on va vers une société avec un changement climatique qui est clairement déjà à nos portes, avec une augmentation des températures, l'eau dans les villes, c'est critique en fait. Et il y a vraiment une solution facile pour déjà avoir plus de ressources en eau, ça peut déjà réduire les fuites. On parle aujourd'hui de 21% de l'eau distribuée qui est perdue et va directement à l'égout. Oui. Et je parle de 21% de l'eau qui est
derrière le compteur d'eau. Je ne parle pas des pertes qui ont lieu sur le réseau, où là, on parle encore de 30% de l'eau perdue. Ok, donc en fait, on arrose de sous-sol. Voilà, on arrose, on met de l'eau dans nos nappes phréatiques. Si j'ai bien suivi, il y a quelques mois, vous avez levé 2 millions d'euros. C'est une belle somme. Comment est-ce qu'on fait pour lever de l'argent, pour financer un projet qui est encore au balbutiement? Désolé, mais je pense que c'est encore au balbutiement. Tout à fait. Et comment est-ce que vous allez utiliser cet argent? Je peux peut-être raconter un peu l'histoire financière de Shape. Donc, oui, on a commencé en 2018. En fait, on a déjà fait une première levée de fonds avec des business angels. Donc, dès le début. C'était assez tôt, effectivement, pour financer en fait tout le développement de cette partie hardware qui devait être certifiée, étanche, etc., qui nécessite quand même un ensemble d'investissements assez importants. Et donc là, on a levé 350 000 euros au tout début avec des business angels. Et comment ça s'est passé? Simplement, là, on a été voir différents réseaux de business angels, notamment B-Angels, mais également d'autres, ce qu'on appelle early stage investors, et également des petits fonds, et également nos proches, en fait. Et donc là, ensemble, on a réussi à rassembler, donc comme je disais, plus de 300 000 euros, qui nous ont permis vraiment de recruter peut-être les 2 premiers développeurs, mais surtout aussi de faire cette recherche et développement. Et puis après, ça faisait maintenant, après 2 ans de développement sur ce financement-là, on s'est dit, d'une part, le compte en banque arrivait proche de zéro, on commençait à avoir des clients, on commençait vraiment à sentir une traction, et on se disait, mais maintenant, pour pouvoir vraiment attaquer le marché, maintenant qu'on a un produit, qu'on a des premiers clients, qu'on a une preuve qu'il y a vraiment une solution ici qui a beaucoup de valeur, il va falloir qu'on investisse, qu'on fasse grandir l'équipe, qu'on développe toute une équipe sales, qu'on développe toute une équipe marketing, et qu'il y ait toute une stratégie en fait de développement commercial. Et donc la première question a été ok, mais combien est-ce qu'on a besoin? Parce que on aurait pu dire en fait on va lever 5 millions, ou en fait on aurait pu dire on va lever 500 000 euros. Toute cette question, bien entendu, c'est la première question qu'on se pose quand on veut lever de l'argent. Et le premier conseil qu'on m'a donné, c'est oui, mais attention, tu peux lever de l'argent, mais prévois au moins suffisamment pour te donner le temps d'arriver à un break-even, donc à une période où tu es rentable. Une rentabilité. Donc en général, on compte au minimum 18 mois, si pas 24 mois, pour atteindre cet objectif. Et donc là, on avait évalué, il fallait en tout cas 1,5 million, si pas 2 ou 3, si on arrivait à aller chercher plus loin, parce que plus on a de cash, plus on va vite, plus on peut aller dans différents pays. Mais il se fait que c'est arrivé pile au moment du Covid. Et donc, on était en discussion avec plein d'investisseurs par rapport au projet. Ils étaient assez enthousiastes et autres. Et puis, paf, au mois de mars, ils nous ont tous dit, on va temporiser. Voilà, on va temporiser, on va protéger notre portfolio existant. Ce que je comprends, je veux dire, à leur place, j'aurais fait pareil. Mais par contre, nous, ça nous arrangeait pas. Et donc, non, on était là un peu, qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, effectivement, il y a eu un peu une discussion entre nous en disant, on fait quoi? On serre la ceinture, on fait plan B, plan C, on essaie de trouver une solution. Et donc, effectivement... oui, parce que le cash commençait à diminuer. Exactement. Donc là, on savait qu'on avait encore quelques mois devant nous, mais pas beaucoup. Alors, heureusement, on avait encore un peu pour naviguer. Et donc, on a un peu pivoté. Donc, pour expliquer la stratégie avant la levée de fonds, on était concentré sur la vente aux assurances parce qu'on était convaincu qu'à travers une assurance, on pourrait vendre notre technologie pour non seulement réduire les dégâts des eaux, mais également monitorer les bâtiments et éviter les fuites. Donc, c'est un win-win-win dans le sens où un win pour le consommateur final qui va réduire sa consommation d'eau. Oui. On estime au minimum de 10%. Un win pour l'assurance qui va pouvoir réduire les dégâts des eaux. Donc, c'est moins cher pour eux. Et un win pour l'environnement, bien entendu, accessoirement. Et un win pour vous. Et bien entendu, un win pour nous. Et donc, on trouvait l'opportunité très intéressante. Et c'est aussi ça qui avait attiré les investisseurs, parce qu'ils se disaient, tiens, mais en fait, effectivement, il y a aussi une grosse opportunité de scale. C'est-à-dire qu'avec un client, une assurance, on peut faire, si on fait un rollout, donc ça veut dire si on déploie chez tous les clients de l'assurance, on peut déjà faire 10 millions de chiffre d'affaires. Oui. Donc, ça semble assez sexy comme idée. Maintenant, le problème du marché de l'assurance, c'est que le temps entre la première discussion et le moment où on se retrouve avec le premier contrat,
en moyenne, on parle de 3 ans minimum. Parce que c'est des grosses mastodontes, que les process de décision ne se font pas en un claquement de doigts. Et donc voilà, donc Covid faisant, les discussions avec les assurances allaient traîner encore plus. Et donc notre petit shift là, ça a été de dire tant pis, on va mettre la stratégie assurance de côté, on va se concentrer sur une stratégie qui rapporte de l'argent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va vendre à des petits clients. Des petits clients, je parle quand même du B2B, donc vente aux entreprises, mais des clients qui ont un processus de décision rapide. Et en l'occurrence, on s'est concentré sur les écoles en Flandre qui ont très bien réagi. Elles avaient toujours du budget, et les communes également en Belgique, elles avaient toujours du budget, elles étaient intéressées par ce genre de technologie. Et plusieurs petits bâtiments un peu partout. Voilà. Et donc, ça a été un peu une période difficile parce que il fallait qu'on fasse des ventes parce qu'on n'avait pas trop de cash. Donc, voilà. En télétravail. Et en même temps, continuer à chercher les fonds qui prend quand même un temps assez conséquent. Et de fil en aiguille, en fait, les investisseurs se sont dit, mais en fait, ces gens, ils sont malins. Quelque part, ils sont capables de pivoter, de réagir au marché. Et ça, clairement, nos investisseurs nous l'ont dit. Ça a été un des éléments clés de leur attrait par rapport au projet. Ils se sont dit, non seulement, ils ont bien vu que tout à coup, il y avait plus d'argent sur le marché, et ils ont trouvé une alternative pour se redresser et être résilients par rapport au choc. Je t'interromps juste. Oui. C'était les mêmes investisseurs qu'initialement qui ont remis, ou alors c'était complètement d'autres personnes? C'était des nouveaux investisseurs. Mais on était en contact depuis un certain temps. Okay. Donc, je maintenais quelque part des relations. Au total, sur cette levée de fonds, j'ai contacté plus d'une centaine d'investisseurs. Ah oui. Okay. Des fonds et différents. Et bien entendu, petit à petit, je me suis rendu compte aussi ceux qui étaient le plus intéressés, ceux qui mordaient à l'hameçon. Et donc voilà, donc ça a été vraiment l'élément clé. Et puis après, il y a eu des discussions beaucoup plus avancées avec cet investisseur. Et on a attendu jusqu'au mois de septembre avant qu'on ait une term sheet, donc c'est-à-dire une offre en fait de leur part, en nous disant, écoutez, nous, on a confiance en vous, on voit vraiment que vous êtes intéressant, mais on aimerait bien co-investir avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que vous êtes quand même un peu jeune, dans le sens où l'entreprise n'a pas encore beaucoup de revenus, vous n'êtes pas encore à notre cap habituel d'investissement. D'habitude, ils investissent dans des entreprises qui ont plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais on aime vraiment l'équipe, on aime vraiment votre produit, donc on va investir, mais on ne va pas investir le montant total, on veut avoir quelqu'un qui partage le risque. Les investisseurs investissent plutôt dans quelqu'un alors ? Voilà. Ouais. Mais ils voulaient quand même partager le risque. Et donc, ce que je comprends, parce qu'eux, ils ont leurs critères d'investissement, c'est assez, surtout les fonds d'investissement, c'est assez réglementé. Et donc, on s'est dit, zut, ils veulent que mettre la moitié du montant, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors là, ça a été assez extraordinaire. Et vous cherchez déjà 2 millions ? Et on cherchait, à la base, là, on cherchait 1,5 million. OK. Mais on avait, par exemple, Brustart, donc Finance.Brussels, qui avaient déjà mentionné leur intérêt à suivre le tour, etc. Donc, on avait des petits actionnaires, mais ils voulaient un actionnaire qui mettait au moins au même temps, au même montant qu'eux. Et donc, on s'est dit, zut, comment est-ce qu'on va trouver ça ? Parce qu'ils nous avaient donné une term sheet qui était valable 3 semaines. Alors, on s'est dit, mais c'est impossible, on va jamais trouver. Ça fait déjà plus de 6 mois qu'on a trouvé un. Oui. Et en fait, pas du tout. En fait, à partir du moment où le premier met un montant et dit, j'ai confiance en l'équipe, voici les termes, je veux juste encore quelqu'un qui mette de l'argent. En fait, on s'est retrouvé avec 4 autres fonds qui voulaient mettre le même montant. Donc, il a fallu qu'on choisisse. Oui, c'est ça. Parce que ça rend plus crédible, en fait. Exactement. Et là, voilà, le choix a été difficile. On est parti pour un des 3 qui avait le plus d'intérêt pour nous. Mais je me souviens, ça c'était vraiment une discussion entre fondateurs et on n'était même pas d'accord. L'un disait oui, moi je voudrais plutôt travailler avec eux. L'autre disait moi je veux travailler avec eux. Chacun avait ses arguments. Et moi je trouvais ça vraiment enrichissant comme interaction. Et même avec les investisseurs, à un moment donné, on leur a dit écoutez, voilà, on est vraiment désolé, on aimerait bien travailler avec vous. C'est pas qu'on veut pas, c'est plutôt qu'on veut plus être avec les autres qu'avec vous. Oui. Mais on aimerait bien éventuellement rester en contact pour plus tard. Si ça qu'est-ce qui a fait que vous avez plutôt choisi l'un que l'autre ? Enfin, quels ont été... c'est un peu notre besoin court terme. On savait que court terme, il fallait qu'on s'étende dans le marché de l'immobilier. Et que oui,
D'autres avaient plutôt des stratégies d'expansion à travers des compagnies des eaux ou à travers des assurances. Enfin, ils gardaient quelque part ce côté-là en tête et avaient du réseau dans ce domaine-là. Mais on se rendait bien compte que ça, c'était mid-term. Plutôt mid-term. Et là, demain, il fallait qu'on continue à explorer cette stratégie de vente directe. Et donc, on a été vers l'investisseur qui avait quelque part déjà un réseau dans ce segment-là, et donc qui nous ouvrait des portes directement. Oui, donc c'est pas seulement de l'argent, c'est aussi l'opportunité d'avoir une aide concrète. Absolument. Et bien entendu aussi la relation a très fort joué. Donc, on s'est retrouvé face à donc là, en l'occurrence, donc on est parti avec Amavi Capital, qui est un fonds belge, un jeune fonds d'ailleurs. Ils venaient de clôturer leur levée de fonds à eux. Ouais. Et vraiment, le gars motivé, vraiment à passer du temps avec nous, à essayer de comprendre les chiffres, à essayer de nous aider, même avant même d'avoir clôturé le tour d'investissement. On sentait que c'était quelqu'un qui allait être à nos côtés. Et d'un point de vue humain et relationnel, bien entendu, ça a aussi joué très fort. Ouais, avoir un actionnaire qui apporte des choses, c'est quand même important. Exactement. Et donc, du coup, maintenant, vous avez du coup, entre guillemets, avancé avec ces deux investisseurs. Voilà, donc ça a été clôturé au mois de novembre. Mm-hmm. Et puis, ils nous ont dit, OK, maintenant, on a 100 jours pour mettre en place une stratégie qui envoie du lourd, quelque part, si je puis dire. Et donc, on s'est vraiment assis ensemble. On a défini une stratégie, un objectif, enfin, différents objectifs par trimestre, en fait. Et aussi, une stratégie de recrutement, une stratégie voilà, quelles étaient les choses à mettre en place pour rendre cette entreprise future ready, si je puis dire, donc prête au futur, prête à la scalabilité. Donc, ils nous ont dit, regardez, court terme, il faut une machine à sales. Donc, ça veut dire qu'il faut recruter tel et tel type de profil. C'est pas eux qui l'ont défini, c'était vraiment une discussion ensemble. Et d'ailleurs, on a aussi lu pas mal de bouquins pour essayer de se renseigner sur quelles étaient les bonnes pratiques dans le domaine de la vente de logiciels. Donc là aussi, on a eu une période assez intense où on a aussi appris. Mais c'était vraiment ces 100 jours de réflexion stratégique. Et maintenant, on est dans l'implémentation de ces changements. Et par exemple, dans le Future Ready, bien entendu, il y a l'élément aussi rendre la boîte internationale. Dans le sens où, par exemple, au début, on avait des petits contrats comme ça en français avec nos employés. Il nous a dit non, c'est fini les contrats en français. Je veux tout en anglais. Alors bien entendu, vous avez une version française, mais vous devez avoir tous vos documents officiels en anglais. Vous devez avoir des opérations qui tournent comme du papier à musique, parce que aujourd'hui, certes, vous avez 10, 20, 30 commandes par mois. Demain, vous avez un gros contrat qui commence à signer et vous en avez, 200, 300. Vos opérations, ça va plus tenir. Donc, il faut qu'elles soient prêtes à scaler. Et donc, il y a plein de points sur lesquels, comme ça, ils ont commencé à gratter et à dire, là, il faut préparer. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on est en train de mettre en place. Et on se rend compte, je veux dire, notre funnel de vente, il y a 6 mois, on parlait d'un funnel de vente, on a peut-être des ventes à hauteur de 300, 400 000 euros qui étaient dans le funnel. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a 3 millions dans le funnel. Donc on a aussi rempli quelque part, même si les ventes, ça veut pas dire qu'elles se font du jour au lendemain. Oui, mais vos prospects. Mais on a une quantité de prospects, un reach beaucoup plus large. Donc je pense que voilà, ça c'était vraiment l'expérience transformationnelle et donc j'ai envie de dire qu'est-ce qui fait qu'on lève des fonds? C'est ce choix de dire je veux me faire accompagner par des professionnels. Donc ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus vite. Alors c'est sûr qu'on partage une part de son gâteau avec ses investisseurs, mais en même temps ce sera un plus gros gâteau. En tout cas c'est ça l'idée. Et ils sont très structurants, très forts derrière nous. En fait, on a donc les 2 investisseurs principaux aujourd'hui, c'est les 2 investisseurs qui ont rejoint maintenant à ce tour d'investissement. C'est donc Amavi Capital. Eux, ils sont très fort orientés sales et ils connaissent très bien le marché. Et Signa Group, qui est un fonds allemand et autrichien en fait. C'est un fonds d'investissement aussi dans le domaine de la PropTech, donc la technologie de l'immobilier. Eux, ils ont vraiment ils apportent vraiment le côté structuré, KPI, monitoring, financier. Et d'ailleurs, ils sont toujours derrière nous pour les KPI. Et donc, je pense qu'ils apportent tous les deux quelque part quelque chose de super, dans le sens où, si on avance comme ça,
je veux dire, dans 6 mois, 1 an, si à un moment donné, on devait vendre, faire un IPO, voire faire une deuxième levée de fonds, eh bien, on est en train de rendre cette boîte quelque part sexy, si je puis dire, dans le sens où maintenant, on va vraiment pouvoir traquer l'évolution. Qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on n'a pas fait bien, et aussi au quotidien, finalement. Nous, c'est pas des KPI juste pour faire joli pour les investisseurs, c'est vraiment nous pour monitorer au quotidien. Tiens, mais là, il y a une petite faille. Il faut qu'on améliore ce process-là versus ce process-là. Oui, si on mesure la consommation d'eau, on peut mesurer l'interne aussi. Exactement. Et mesurer les performances et mesurer... Juste pour définir, les KPI, c'est Key Performance Indicator, et donc c'est des outils des chiffres de mesure d'atteinte des objectifs. Oui, et de performance de l'entreprise. Et donc, si on extrapole un petit peu, comme tu as travaillé aussi dans différentes startups déjà en croissance, qu'est-ce que tu pourrais, quels sont selon toi les facteurs clés de succès d'une croissance? Qu'est-ce qui fait que une petite startup, quelque chose qui commence, peut tout d'un coup devenir justement scalable, comme on dit? En fait, un des premiers facteurs clés au début, c'est de ne pas développer un produit que les gens ne veulent pas. L'erreur que beaucoup de gens font, et je suis un ingénieur, et donc je suis tombé dans le panneau quand j'ai lancé Vestiaire / Stylicist, ça a changé de nom après, c'est que je suis tombé amoureux de mon produit, et donc j'ai développé un truc génial, avant même d'essayer de le vendre. Et je pense que ça, c'est une des forces, quelque part, qu'on a eu avec Shape, c'est qu'on a commencé à vendre un truc alors qu'on ne l'avait pas encore. C'était des beaux slides. Et on a d'abord écouté un maximum le marché. On a été voir des gens, on a essayé de comprendre quelle était leur problématique. Et c'est ça qui nous a drivé pour le produit. Et c'est ça qui a généré, quelque part, les premières ventes et la première traction. Et donc là, j'ai envie de dire, ça, c'est un des numéros 1. C'est même le numéro 1 selon moi, c'est de développer un produit, de ne pas passer trop de temps à développer, quitte à même délivrer un produit qui est imparfait au début. Il ne faut pas avoir peur. En fait, le client, il est très compréhensif parce qu'il est admiratif de se dire « Ah, mais il y a enfin quelqu'un qui résout ce problème-là pour moi. » Même si ce n'est pas parfait, il est admiratif et il est en général plutôt content. Et du coup, il voit le premier, même si c'est un brouillon, et il va commencer à donner du feedback. Et c'est là que l'histoire commence. Et alors on se dit, ah oui, ok, super, feedback. Et alors on va avoir un deuxième client. Et le client dit, ah oui, mais tiens, moi j'aurais plutôt vu les choses comme ça. Et de fil en aiguille, en fait, on construit une base de données, d'informations de, ok, oui, mais comment est-ce que ces gens imaginent résoudre le problème? Et c'est qu'à partir de ce moment-là et il faut pas avoir peur, hein, le produit, sur les 5 premières années de la startup, c'est pas surprenant de devoir faire table rase et recommencer plusieurs fois. Donc, pratiquement tous les ans, on fait table rase et on recommence. Alors, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi radical que ça. Mais dans les faits, c'est pour ça que quelque part, parfois, on délivre un truc qui est imparfait et après, on n'en est pas très fier, mais au moins, ça marche. Et puis, on va dire, OK, bon, maintenant, on a mieux compris votre problème, on refait quelque chose. Et surtout, aujourd'hui, avec la vitesse de développement et voilà, on peut faire beaucoup de choses assez rapidement. Voilà, c'est ce que je dis, c'est que souvent, il faut pas avoir peur de se lancer, quoi. Donc pour moi, ça c'est le premier problème, le premier conseil. L'autre conseil, c'est que on peut aussi faire beaucoup manuellement, même si ça a l'air d'être automatique. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut, par exemple, vendre un produit en disant regardez, ça calcule automatiquement toutes ces informations. Ça c'est l'impression que le client a, mais en fait derrière, nous on passe des heures à le faire nous-mêmes sur Excel. Mais lui, il s'en fiche. Lui, ce qu'il voit sur son écran, c'est que ça a été calculé. Oui. Et ça permet de valider est-ce que c'est ça qu'il veut ou pas. C'est ce qu'on appelle le minimum viable product. Exactement. Okay. Donc en tout cas, ça c'est un élément clé pour moi des startups. L'autre élément clé, c'est l'équipe. Je pense que c'est non négligeable vraiment d'avoir une équipe de profils diversifiés. Combien de fois est-ce qu'on s'est pas retrouvé à 3 avec des discussions avec quelque part l'un qui dit ci, l'autre qui dit ça. En plus, on est 3, donc c'est pas toujours évident parce qu'on a ces 3 avis. Mais ça permet de sortir le nez du guidon. Surtout qu'on a des perspectives très différentes. Alors, on est tous les 3 ingénieurs et c'est pas idéal. Ce serait encore mieux si il y en avait un qui n'était pas ingénieur. Mais je veux dire, parfois justement, on a tendance à être le nez dans le guidon parce qu'on travaille comme des fous au tout début. Et en avoir un qui dit oui, mais t'es sûr que on a besoin de passer du temps à faire ça? Est-ce que ça crée de la valeur?
Et donc, on est en permanence en train de se questionner sur « je veux uniquement passer du temps sur ce qui crée de la valeur ». Mais une valeur significative. Donc, c'est pas répondre à des mails ou c'est pas faire des rendez-vous avec des gens qui sont intéressés de m'interviewer ou des gens qui me font, je sais pas, un article dans le journal. Est-ce que c'est ça que je veux aujourd'hui? Ou est-ce que aujourd'hui je veux closer des deals? Quel est le plus important? Et donc, on va essayer toujours, par exemple, on a été invité à plein d'événements et au début, on était là, oh super, ils veulent nous inviter sur un stand et tout, ça a l'air génial. Puis on allait à l'événement, il y avait pas le moindre prospect à l'horizon. Les gens, c'était un autre marché, c'était un autre truc. Et donc, on s'est dit, mais c'est une perte de temps. Et donc, arriver à, quelque part, à couper court et à se dire, non, mais focus. On passe du temps là où ça crée de la valeur. Et donc, ça a été un apprentissage pour moi. Ok. Et donc, c'est ça qui fait qu'ensuite, il peut y avoir une montée en croissance. Absolument. Si on revient sur toi, je crois que tu es une personne qui a, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, qui a aussi besoin ou envie d'un bon équilibre personnel, par ailleurs. Et est-ce que tu peux m'en dire plus, en tout cas sur, voilà, c'est souvent difficile, en tout cas quand on est au début et qu'on doit beaucoup travailler, mais est-ce que tu as des bonnes pratiques, des choses que tu as réussi à mettre en place? Je crois que tu as eu des enfants récemment en plus, et si j'ai bien compris maintenant, en plus en pleine période de Covid et justement de levée de fonds et de pivot, comment t'as fait ou comment tu fais? Eh ben, c'est pas évident. Il y a pas une solution miracle. Je pense que ma première question, plutôt mon premier point, ça va être, il faut pas avoir peur de demander, d'appeler à l'aide quand ça va plus. Mais oui, donc effectivement, donc je suis papa de 3 enfants, un qui a 5 ans et maintenant 2 jumelles qui ont 1 an. Et donc ça n'a pas été toujours facile. J'ai eu vraiment des périodes où je travaillais beaucoup. En fait, depuis mon MBA, j'ai vraiment commencé à travailler dans mes passions et donc j'ai été de plus en plus passionné par ce que je faisais. Et donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé. Et puis voilà, quand on est entrepreneur, il n'y a rien à faire. Il y a un moment donné, il faut que le produit sorte et donc on donne tout pour que ça aille le plus vite possible. Mais en même temps, avoir un enfant à la maison, donc si je parle avant la naissance des jumelles, avoir un enfant à la maison faisait qu'au moment où je franchissais le seuil de la maison, c'est comme si je rentrais dans un autre décor et qu'il n'y avait plus le boulot, quoi. C'est plus possible. On a un enfant qui nous tourne autour, qui nous dit « Papa, regarde ce que j'ai fait à l'école, regarde le bricolage, regarde le truc. Papa, est-ce que tu veux me lire une histoire ou autre ?» Et d'un seul coup, en fait, on déconnecte méga bien du boulot. Donc ça, c'est important. Et donc pour moi, c'était vraiment ça, c'était de dire, c'est important pour moi que mes enfants se souviennent d'un papa. Parce que, voilà, moi aussi, j'ai eu un papa qui n'était pas tout le temps présent. Il était professeur d'UNIF, mais surtout, je me souviens, il était toujours dans son bureau et il écrivait son livre quand j'étais jeune, quand j'étais justement de cet âge-là. Et donc, il me disait, non, mais je dois écrire mon livre. Et donc, il était hyper occupé. Et donc, moi, j'ai envie de dire, OK, je suis aussi hyper occupé, mais je vais essayer de faire en sorte qu'entre 6 heures du soir et 9 heures du soir, je sois là. C'est 3 heures de mon temps et je suis là pleinement. C'est-à-dire que je réponds pas au téléphone, je réponds pas à mes mails, je suis là pour lui et pour les enfants, pour la famille. Ça n'empêche pas que de 9h, parfois à 2h du matin, je continue à travailler. Oui, tu recommences. Mais j'ai vraiment une période là où je suis disponible pour mes enfants et c'est important. Après, donc ça c'était avant que j'ai les jumelles. Maintenant que j'ai les jumelles et qu'elles parfois ne font pas leur nuit, entre 9h et 1h du matin ou 2h du matin, c'est plus difficile de reprendre le boulot. Oui. Donc là, ça dépend un peu, il faut être très organisé. Donc là, c'est aussi un équilibre dans le couple, à dire, OK, mais là, j'ai vraiment un dossier urgent à faire, et on discute ensemble, et on essaie de s'organiser. Écoute, là, peut-être je vais retourner au bureau pour pas être dérangé, ou alors on fait carrément venir une babysitter pour nous aider. Et donc, en fait, depuis justement l'arrivée des jumelles, on a pris cette décision de régulièrement faire appel à quelqu'un pour nous aider. Appeler à l'aide. Voilà. Alors ça peut être, quelquefois ça a été les grands-parents parce que voilà, il n'y avait pas d'autre solution.
Mais maintenant, on a une personne régulière qui vient vraiment nous aider et nous soulager par rapport aux questions logistiques. Je veux dire, si je veux passer du temps de qualité avec mes enfants, c'est pas en leur donnant la panade que je veux vraiment passer le temps le plus qualitatif. Donc, je me suis dit, ça, je peux déléguer. De nouveau, on est dans la même réflexion de la startup. Est-ce que le temps que je passe, il est dans là où je crée de la valeur? Et donc, je peux déléguer la partie panade. Ça, c'est pas là où je vais créer de la valeur. Par contre, les câlins du soir, l'histoire du soir et la mise au lit, ça, c'est un moment où il y a vraiment une relation avec l'enfant. Et donc ça, il faut que je sois là. Et donc, de nouveau, il y a eu des petits ajustements à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on a fait. Je t'ai entendu 2 fois dire que après ton MBA, tu as voulu t'orienter vers tes passions, vers ce qui est important, la durabilité. Donc, je suppose que c'est important pour toi. Tout à fait. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Mais donc, en fait, j'ai toujours été passionné par les grands espaces. C'est comme ça que tout a commencé. Donc, je suis un amoureux de la montagne, un amoureux de la randonnée, de l'escalade. Je suis même moniteur d'escalade, moniteur d'alpinisme. J'ai même fait des formations de sauveteur en milieu vertical. Donc, j'ai toute une partie de ma jeunesse où j'étais passionné par ça. Et donc, voilà, pour moi, en fait, d'un point de vue philosophique, l'homme a besoin de la nature pour s'émanciper, au sens plein du terme. On peut s'émanciper dans sa carrière, etc. Mais à un moment donné, ce contact avec la nature est essentiel pour revenir quelque part au plus profond de nous-mêmes, peut-être une forme de spiritualité. Et donc voilà, c'est ça, c'est le type de relation que j'ai développé quelque part avec la nature. Et vers l'âge de 22 ans, j'ai même fondé une association qui s'appelle Mountain Wilderness, qui protège en fait les espaces sauvages, qui dit, OK, vous pouvez mettre des stations de ski si vous voulez en montagne, mais il faut des vallées où il y a rien. Sinon, on peut plus se perdre, on peut plus aller dans des endroits où on se perd, où on se donne complètement à la nature et on n'entend plus un bruit et on en profite à fond. Donc ça, c'était un peu la philosophie, c'est qu'il y a les environnementalistes, extrémistes qui veulent mettre la nature sous cloche et dire il faut surtout pas y aller, comme ça on la protège. Moi, je suis là, non, il faut pas des endroits où on la met sous cloche, il faut des endroits où on puisse y aller pour méditer. Ça veut dire qu'on n'est plus des prédateurs. Et il faut pas des chemins. Il faut qu'on puisse y aller librement, simplement. Mais évidemment, il faut pas des foules. Donc, c'est ce challenge quelque part de se dire, oui, mais la population augmente. Si on laisse tout le monde aller dans la forêt, à un moment donné, ça va être effectivement n'importe quoi. Et donc, voilà, vaste question, etc. Bref, tout ça pour dire que je suis un grand passionné de la nature. Et donc, après avoir terminé mes études d'ingénieur, parce que j'étais passionné aussi par la technologie, j'ai commencé automatiquement par me passionner par la techno, le développement, etc. Et pendant les 7 premières années de ma carrière, je me suis retrouvé un peu en dissociation. J'avais l'impression que j'avais ma vie du boulot, où je faisais de la technologie et voilà, des trucs d'ingénieur, et puis ma passion pour la nature, et j'avais l'impression que c'était 2 mondes différents. Et c'est pour ça que quelque part, le fait d'être aussi retourné sur les bancs de l'école, ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, ouais, mais moi, ce que j'ai envie dans ma vie, c'est que je sois pleinement moi. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir une espèce d'ambiguïté entre, oui, mais il y a ma vie après le boulot et ma vie pendant le boulot. Et j'avais envie de trouver une passion qui remplisse la totalité. Et donc, c'est comme ça que quand j'ai trouvé le projet Shape, je me suis dit, mais ça répond à tous mes critères. C'est-à-dire qu'il y a un élément technologique dedans. Donc, ça répond à cette stimulation intellectuelle que j'aime en tant qu'ingénieur. Et par ailleurs, ça répond aussi à mon besoin de dire, oui, mais j'ai envie de travailler pour les générations futures et pour un monde qui, quelque part, est plus résilient et où l'homme et la nature travaillent dans le même sens. Vaste programme, comme tu dis. Exactement. Et je pense qu'il y aura encore, au fur et à mesure de ma carrière, d'autres questions qui se soulèveront, ou d'autres orientations, je ne sais pas, on verra. Si on reparle de ton MBA, j'ai l'impression que ça a été un moment un peu charnière dans ton parcours. Tu as tout à l'heure dit aussi que vous avez lu quelques bouquins pour mieux comprendre le système de vente. C'est important pour toi de te former. Et par ailleurs, aussi, autre question, c'est comment est-ce que t'es venu l'idée de faire ce MBA? Et est-ce que tu penses que c'est indispensable dans le parcours d'un entrepreneur? Enfin voilà, comment est-ce que ça s'articule?
Donc, peut-être pour commencer par la dernière question, non, un MBA n'est pas indispensable pour un entrepreneur. Mais c'est plutôt ma curiosité intellectuelle qui m'a poussé vers le MBA. J'explique peut-être un peu la démarche. C'est-à-dire que donc pendant 7 ans, plus ou moins, hein, j'étais jeune ingénieur et je travaillais dans différentes entreprises. Donc d'abord, j'ai travaillé dans une petite entreprise, puis dans une plus grande entreprise, puis dans une des je sais pas si c'est la plus grande entreprise au monde, mais Huawei est quand même une des toutes grosses entreprises. Donc j'ai eu différents échelons et puis je suis retourné dans une start-up, Cluepoints, dont on a parlé tout au début. Et je me suis vraiment développé comme un expert. C'est-à-dire le gars qui sait faire de l'architecture logicielle, qui sait développer des softwares, etc. Et j'aimais bien ce que je faisais. Et je me suis confronté plusieurs fois à des situations où le management me disait non, mais on va pas faire ça. Parce qu'il y avait des choix technologiques à faire. On me disait non, on va pas faire ce choix technologique que tu veux faire, on va faire autre chose, qui est un raccourci un peu moins, comment dire, moins logique d'un point de vue technologique, mais logique d'un point de vue business. Et moi, je me disais toujours, mais je comprends pas pourquoi c'est logique d'un point de vue business. Parce que pour moi, c'était des mauvais choix. On allait vers de la dette technique, on allait vers peut-être de devoir réécrire du code, etc. Je comprenais pas. Et ma curiosité intellectuelle disait, oui, mais si un jour je veux être chef d'entreprise ou si un jour je veux pouvoir avoir plus de responsabilités, il faut que je comprenne ça. Et donc, je me suis dit, il me faut peut-être un master supplémentaire en business, ou en tout cas, il me faut mieux comprendre ce monde-là. Parce que je connaissais très bien l'expertise technique, mais je comprenais pas forcément tous les enjeux business derrière. Donc ça, c'est ce qui m'a amené à me dire, il faut que je me forme. Et alors, je me suis renseigné un peu autour de moi, tiens, quelles sont les formations qui existent? Oui, il y a un master en management à Leuven, il y a un master en management à Solvay. Est-ce que je dois faire ça en cours du soir ou quoi? Ouais, possible. Et puis après, j'ai été voir un peu chez certains de mes cousins qui avaient fait un MBA. J'ai dit, tiens, mais toi, t'as été à Harvard, toi, t'as été à Wharton. Pourquoi est-ce que t'as été jusque là-bas? Et voilà, c'est vrai que ça fait rêver. C'est des écoles qui sont quand même de renommée internationale. Et là, mon cousin m'a vraiment quelque part secoué. Lui, par ailleurs, est une de mes inspirations parce qu'il est aussi entrepreneur à succès. Et il m'a dit, écoute, fais pas une formation en management si tu veux lancer ta boîte. Vraiment, fais pas. Ou alors, tu fais un MBA, mais dans une école du top 10 mondial. Mais commence pas à faire une petite école ici, Solvay, qui va donner juste quelques compétences techniques, business, bien entendu. Mais quelque part, qu'est-ce que ça va te donner d'autre? C'est des choses que tu vas apprendre de toute façon sur le terrain si tu lances ta boîte. Tu feras un accélérateur, tu auras des coachs, des mentors qui vont t'apprendre toutes ces choses-là. Donc, si tu veux apprendre juste la technique business, lance ta boîte, tu vas l'apprendre sur le tas. Par contre, si tu veux faire un MBA, pourquoi est-ce qu'il voulait que je le fasse dans une école top 10? Il m'a dit parce que là, tu vas développer un réseau. Tu vas développer une perspective internationale qui va te donner non seulement la capacité de développer une boîte, mais ça va plus te faire peur de dire ouais, mais en fait, moi, je peux lancer une boîte qui fait du commerce international entre New York et Hong Kong et qui je sais pas, qui fait qui envoie, je sais pas moi, des satellites dans l'espace et autres. Je veux dire, ça va plus me faire peur. Pourquoi? Parce que j'aurais d'une part cette expérience internationale d'une grande école, mais j'aurais également un réseau. C'est-à-dire que j'aurais des gens un peu partout dans le monde qui seront à des positions assez importantes dans des boîtes. Et il y a relativement peu de gens qui font un MBA puis après qui lancent leur boîte. Donc ça veut dire que tous mes collègues de classe seront plutôt dans des postes de management dans des grosses boîtes, et donc ce seront eux mes futurs clients potentiellement. Accessoirement que ce seront mes futurs amis. Et ça m'a un peu travaillé pendant un an. J'ai quand même un peu macéré ça. Et puis finalement, je me suis dit, ok, je vais essayer. Si je postule dans les 5 meilleures écoles au monde, et puis on verra bien ce qui se passe. Si je suis pas pris, je fais pas de MBA. Si je suis pris, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Barcelone, à ISC. C'est que voilà, c'est parti quelque part de ma shortlist. Et je suis content d'y avoir été parce que en plus, comme mon fils est né là-bas, Barcelone, c'était pas encore trop loin. Je suis pas parti à Harvard où quelque part se retrouver sans sa famille, avec sa femme qui est seule à la maison avec un bébé et tout. Ici, Barcelone, mes parents ont pu venir m'aider et autres. Donc, au final, ça s'est bien mis.
parce que c'est comme ça que les choses se font. Et donc tu lis quand même en parallèle? Donc je continue à lire, bien entendu, et je pense qu'on a toujours à apprendre énormément de gens qui sont passés par là avant. Notamment, je lis beaucoup de choses d'entrepreneurs, oui. Des entrepreneurs plutôt inspirants. Bon, il y a le fondateur de Patagonia là, qui a écrit un livre, Let My People Go Surfing, qui est plutôt sur la philosophie, comment faire grandir une boîte de manière organique, mais aussi avec toujours cette idée d'impact. Il y a le livre The Lean Startup, ça c'est la bible de tous les entrepreneurs, il faut commencer par là, de Eric Ries. Et puis je pourrais en citer des tonnes, mais ça c'est déjà 2 en tout cas par lesquels je commencerai. Chouette. Si tu avais l'occasion de t'asseoir à côté du jeune Grégoire qui a 10-15 ans et de lui dire quelques mots, pas forcément sur ce qui va arriver dans sa vie, mais voilà, 2-3 conseils, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais aie confiance en toi. Et c'est pas parce que tu fais des allers-retours dans ta carrière qu'à un moment donné, t'es perdu. C'est pas parce que tu te poses la question, mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je fais ce boulot? Que peut-être que c'est normal, peut-être qu'il faut que je passe par cette étape-là. Et il y a pas non plus à se comparer aux autres. C'est pas parce que le gars qui était à l'école avec moi et aujourd'hui, je sais pas moi, manager et moi je le suis pas, que j'ai raté ma carrière. Chacun a son temps. Et c'est marrant parce que récemment je lisais un tweet. Alors bon, les tweets souvent c'est assez résumé, mais un tweet qui disait Barack Obama à 55 ans, il était président. Et Trump, il est que devenu président à 70 ans. Ça n'en fait pas un qui... Enfin, ils sont tous les deux passés par la case président. Et donc, il n'y a pas vraiment d'âge. Et donc, voilà, moi, ce que je lui dirais, c'est surtout fais-toi confiance. Et effectivement, tout de long mon parcours, j'ai eu un parcours assez particulier, parce que je suis passé par l'école royale militaire, j'aurais pu devenir officier. Qui sait? Je suis passé par toute ma passion de moniteur d'escalade, et à un moment donné, je voulais devenir guide de montagne. Si ça se trouve, j'aurais pu finir guide de montagne et jamais finir mes études d'ingénieur. Et puis j'aurais pu finir expert en informatique, gourou de sécurité ou je ne sais tout quoi, si j'avais pas décidé de faire mon MBA et je m'étais passionné là-dedans. Mais voilà, les rencontres et les différentes choses qui se passent au quotidien, les petites paroles qui tombent dans mon oreille et puis qui macèrent pendant un certain temps, ils font « Ah, mais tiens, mais en fait, voilà, c'est comme ça que je construis ma carrière. » Et je dirais même aujourd'hui, j'estime pas avoir réussi ou raté ma carrière. D'ailleurs, j'aime beaucoup le livre, ça j'invite très fort à lire, le livre de Simon Sinek, The Infinite Game. Moi, je l'ai toujours en anglais, donc mes titres sont en anglais, mais il existe sûrement en français. Qui dit qu'en fait, il y a les gens qui pensent le monde sous 2 formes. Il y a les gens qui pensent le monde sous forme d'un jeu où on peut gagner à la fin. C'est-à-dire comme un jeu d'échecs où il y a un gagnant et un perdant. Et puis il y a des gens qui imaginent le monde comme un monde où c'est un jeu infini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui perd, c'est juste qu'il y a un moment donné un qui est un peu meilleur, un qui est un peu moins bon, etc. Et je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut imaginer sa vie, c'est comme ça qu'il faut imaginer son entreprise. C'est-à-dire que oui, mon entreprise aussi, à un moment donné, je peux me dire, ouais, mais c'est dur quand même en ce moment, est-ce que vraiment? Et puis on voit des concurrents, on se dit, ouais, mais eux, ils cartonnent, ils vont nous écraser. Non. Aujourd'hui, ils sont meilleurs, mais peut-être que demain, ils seront des partenaires. Peut-être que demain, on sera meilleur qu'eux. J'en sais rien. On est tous les deux là, et on est tous les deux là pour la même raison, et on a tous les deux à apporter quelque chose aux clients. Et on peut apprendre l'un de l'autre aussi. Donc, et je pense que c'est très intéressant qu'il invite aussi d'être en contact avec ses concurrents. Leur parler, leur dire, tiens, mais c'est intéressant ce que tu fais. Et puis éventuellement, échanger, se dire, tiens, mais c'est quoi les difficultés que tu rencontres? Moi aussi, je rencontre des difficultés. Peut-être qu'on peut même s'aider à travers ces difficultés. On n'est pas forcément obligé de donner tous nos secrets business pour autant. Il peut me parler de ses difficultés, je peux me parler de mes difficultés. C'est pas, on n'a pas à se taper dessus pour autant. Et donc voilà, donc c'est ça que j'aurais vraiment envie de dire à ce jeune Grégoire. Et comment faire justement quand on est un peu à cette croisée des chemins
et que, par exemple, il y a un moment phare où tu peux décider d'être moniteur en montagne ou retourner vers l'entrepreneuriat. On voit un peu tous les chemins possibles. Moi, je pense que la clé ici, c'est rencontrer des gens. Il faut parler avec les gens qui nous inspirent. Donc, j'ai parlé de mon cousin là, qui à un moment donné était vraiment inspirant pour moi. C'est ça que j'ai fait. J'ai été le voir. J'ai dit, qu'est-ce que je lui ai pas demandé qu'est-ce que tu ferais à ma place. Je lui ai pas demandé de me dire ce que je devais faire. Mais je lui ai demandé de me dire comment est-ce que lui avait fait ses choix. Et en écoutant sa manière de raisonner, ça a semé des petites graines et ça m'a aidé à prendre des décisions. Mais il faut pas s'arrêter à une personne. Il faut chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, lui dire est-ce que tu penses pas à quelqu'un d'autre que je pourrais voir? Et comme ça, de fil en aiguille, je crois que j'ai rencontré des dizaines de personnes à des périodes justement où j'étais à la croisée des chemins et voilà, je me demandais tiens, mais vers où je vais aller? Est-ce que je suis vraiment en alignement avec moi-même? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux devenir? Peut-être pas. Si on se pose la question, c'est qu'il y a en tout cas un questionnement. Et donc là, moi, j'invite vraiment à rencontrer des gens. Et les gens, ils adorent donner des conseils. Ils adorent parler d'eux-mêmes. Donc, il ne faut pas avoir peur de se dire, oui, mais je vais le déranger. Non, il va adorer parler de lui-même. Donc, non, au contraire, il faut aller voir les gens et leur faire parler d'eux-mêmes. Ils aiment bien ça. Okay. D'ailleurs, là, je suis en train de parler de moi-même. Je trouve ça cool. et donc, sur des sujets qui, justement, nous questionnent ou sur lesquels Tout à fait. On se pose des questions. Ok. Est-ce que tu as... C'est un peu une double question, mais est-ce que tu as des petites habitudes du quotidien qui t'aident? Par exemple, pas de réunion l'après-midi, ou tous les matins, je me lève à 6h parce que comme ça, je fais un petit coup de sport, des choses comme ça. Et dans les petites habitudes du quotidien, je trouve qu'aussi on a parfois des petits focus. Et donc, par exemple, tu parlais de KPIs tout à l'heure. Est-ce que dans tes petites habitudes du quotidien, il y a aussi des petits focus plus précis? Je sais pas, c'est peut-être les finances, c'est peut-être la qualité du produit, c'est peut-être les retours clients. Voilà. C'est ces deux aspects-là, à la fois habitudes personnelles et à la fois habitudes professionnelles. Oui, clairement. J'ai des petites habitudes. D'abord, première chose, c'est qu'effectivement, le fait d'avoir des enfants fait que j'ai un rythme. Donc tous les matins, je suis obligé de me lever à une certaine heure. Et alors là, il y a le process du matin, c'est-à-dire les habiller, préparer le petit déjeuner, préparer la boîte à tartines, et c'est parti. Mais c'est important d'avoir ça, parce que ça veut dire que tous les matins, je me lève à la même heure. Et donc, j'ai... Le week-end aussi. Oui, bien entendu. Enfin, ça, c'est plutôt eux qui me réveillent. Oui. C'est plus le réveil, c'est eux. Mais donc ça, c'est important. Je pense que donner un rythme à sa vie et pas se dire, ouais, je me lèverai quand ça ira, etc. Bon, après, j'imagine, de temps en temps, se donner une grasse matinée, ça fait du bien. Mais c'est important, ce rythme. Parce que je connais des entrepreneurs qui ont pas cette chance d'avoir des enfants, mais qui ont, bien entendu, d'autres chances. Et qui, du coup, veulent se lancer, mais en même temps, il y a une espèce d'inertie qui lance pas, quoi. Et je pense que ça, c'est important. Et c'est aussi peut-être mon passé de militaire. J'aime bien avoir des horaires. Bon, première chose. Ensuite, quelque chose que j'ai mis en place, c'est que le soir, donc j'ai parlé un peu de ce temps que je prends pour travailler le soir, c'est vraiment le moment où je sais que le soir, il y a pas un client qui va m'appeler. Et ça va être le moment où je peux me concentrer sur des dossiers de fond. Et donc ça, c'est mon moment créatif de la journée. Autant le matin, quand j'arrive au bureau, et entre le moment où j'arrive au bureau et le moment où je pars du bureau, j'ai l'impression que j'ai pas vu le temps passer parce qu'il y a toutes les urgences à traiter et ça va à toute allure et j'ai pas une seconde à moi vraiment pour me concentrer sur un dossier de fond. Par contre, le soir, ça, c'est mon petit moment. Et alors, un autre petit moment que je me garde, je le fais pas tous les jours parce que malheureusement, c'est pas possible, c'est d'aller à pied au bureau. Ça me met plus ou moins une demi-heure. Mais c'est une demi-heure un peu sacrée parce que je suis quelqu'un... Alors, ça va peut-être faire rire certains, mais quand je réfléchis, surtout quand je suis seul, je réfléchis à voix haute. Et donc, pendant cette demi-heure, je me parle à moi-même et c'est un peu un moment où vraiment je prends du recul, en fait, par rapport à plein de dossiers. Je me dis, tiens, mais en fait, oui, ce dossier-là, intéressant, mais je pourrais faire comme ça, etc. Et donc ça, c'est un moment assez clé dans le sens où je vais pouvoir parfois prendre du recul et parfois me dire, ah, mais en fait, c'est ça la solution.
Je suis pas en face d'un ordinateur, je suis pas en face d'un écran, et donc il n'y a pas cette espèce d'angoisse de la feuille blanche où on se dit, ah, mais par où je commence? Là, je suis en train de marcher et ça rentre par les pieds, quoi, si j'ai envie de dire. Il n'y a pas de pression, de toute façon, tu n'es pas obligé de délivrer quelque chose. Absolument. Et donc, c'est un moment où, parfois, quand je suis bloqué sur un dossier, ça se débloque, naturellement. Et donc, ça, j'encourage. Alors, il y a des gens qui font du vélo, il y a des gens qui vont faire un tour en courant. Moi, c'est ça qui est possible aujourd'hui aussi, vu la vie familiale et autres. Mais aller à pied au bureau, c'est un petit moment un peu spécial. Si je reviens à notre discussion de tout à l'heure, c'est un peu se reconnecter à la nature, finalement, non? Oui, tout à fait. Et puis, c'est faire un peu de sport, parce que pour l'instant, je reconnais que j'ai un peu fait moins de sport. Mon sport, c'est le volleyball et entre autres, enfin le sport d'équipe que je pratique. Et là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, voilà, marcher tous les matins, ça fait du bien. Et comme chef d'entreprise, est-ce que tu as des focus plus particuliers, des choses sur lesquelles tu es particulièrement attentif? Mais donc, tous les mois, c'est moi qui revois les KPI, donc de nouveau. Ouais. Et quand je les rédige, en fait, il y a vraiment ce côté qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas. Et donc là, je vais vraiment aller questionner, en fait. Et j'aime bien ce côté détective, de dire, bon, ça, c'est le chiffre. Mais pourquoi ce chiffre? Donc, on a par exemple eu déjà des mois où tout à coup, il y avait des ventes, puis tout à coup, plus de ventes. Est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne nouvelle? J'en sais rien. Bon, a priori, c'est pas une bonne nouvelle, mais j'ai envie de me questionner. Est-ce que je dois vraiment m'inquiéter ou pas? Ou est-ce que c'est la conséquence d'une très bonne nouvelle du mois d'avant? Voilà, soit ça, soit en fait, il y a un énorme dossier qui est en train de se clôturer. Et simplement, il a été signé le 2 du mois suivant, et donc le KPI est à 0, mais en fait, il tombe sur le mois suivant ou le mois d'avant, etc. Et donc, ça, ce sont des choses, effectivement, que je fais tous les mois. Donc, je prends en tout cas une journée pour aller questionner tous ces chiffres et essayer de mieux les comprendre. Et je pense que c'est essentiel en tant que chef d'entreprise de passer ce temps. Et d'ailleurs avec mes associés. Donc moi j'analyse et puis après on a une réunion hebdomadaire en fait. Parce que moi j'ai pas tous les éléments en main. Je suis pas au front au niveau des sales, je suis pas au front au niveau du produit. Mais par contre, je suis au front sur tout le reste. Et donc tous ces KPI, je peux pas tous les expliquer. Donc le vendredi, c'est de leur dire, dites les gars, pourquoi est-ce qu'on a fait moins de ventes que prévu? Puis ils vont me dire, non, mais t'inquiète, ça arrive. Ou bien ils vont me dire, ah mais regarde, le mois d'avant, voilà. Et ça, c'est une discussion essentielle en tant qu'entrepreneur. C'est la discussion difficile. Et parfois, lui dire, écoute, on délivre pas, mon gars. Et lui donner, quelque part, lui dire, écoute, non, désolé, ça va pas, tu dois délivrer, quoi. Et parfois, c'est une discussion difficile à avoir et il faut l'avoir. C'est pas juste, ouais, je sais, et alors, on tombe dans toutes les justifications possibles et imaginables. Pour moi, la justification est une mauvaise discussion. C'est la personne se défend en disant justification, et c'est qu'elle écoute pas, en fait. Or, je crois qu'entre associés, c'est essentiel de s'entendre et de s'écouter. Et donc, si moi, je suis inquiet, bien entendu, il peut y avoir des justifications, mais j'ai aussi besoin qu'ils me disent, OK, j'entends, c'était pas ce qu'on avait prévu, je vais y remédier, je vais faire ça et ça et ça. OK, il a entendu et il va faire quelque chose. Après, peut-être que la remédiation, c'est juste que la prochaine fois, il me préviendra. Peut-être que c'est juste ça. Oui. Mais je veux pas avoir de surprise. Et je veux pas quelqu'un qui se confond en justification en disant oui, mais bon, j'ai été malade, oui, mais bon. Non, j'aurais dû le savoir. Si je suis pas au courant et que je m'inquiète, c'est pas normal. Oui, c'est ça. Oui, s'il y a une inquiétude et que t'es pas au courant, effectivement, la justification, t'es censé la savoir déjà. Exact. S'il y en a une. J'ai coutume de demander si tu as un dernier point, une dernière chose que tu voudrais ajouter qui pourrait intéresser des jeunes entrepreneurs. J'ai peut-être juste... j'ai pas vraiment grand-chose à rajouter, mais j'ai peut-être juste envie d'insister sur cette idée de se faire entourer par des personnes qui sont passées par là avant. Moi, ça m'a toujours aidé d'avoir des mentors. Et donc, j'avais parlé effectivement des périodes où on est face à la croisée des chemins et on se dit, tiens, par où aller? Alors là, on va aller voir différentes personnes. Mais au-delà de ça, une fois qu'on est dans le chemin, c'est aussi important d'avoir des gens avec qui on peut échanger. Et chacun a sa casquette. Et d'une part, c'est important de les écouter parce qu'ils ont de l'expérience. Mais attention, c'est pas pour autant qu'il faut faire ce qu'ils disent de faire. Oui.
Il faut écouter leurs conseils et surtout essayer de comprendre pourquoi ils réfléchissent comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils disent « Ah oui, mais il faut absolument que, je sais pas moi, tu mettes l'accent sur tes opérations. » Ok. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Et alors, il va te raconter l'histoire de « Oui, mais tu vois, moi, à l'époque, quand j'étais dans telle entreprise, je suis passé par là, j'ai eu un pépin, etc. » Ok, j'ai compris ton histoire. Tu me dis de faire ça. Après, j'ai encore mon gut feeling, mon sentiment de qu'est-ce qui est important de faire. Personne d'autre mieux que moi ne sait ce qu'il faut faire. Donc, ayez confiance dans votre gut feeling. Mais soyez entourés par des personnes comme ça. Et c'est pas du luxe d'avoir une ou deux personnes qu'on voit une demi-heure par mois, 1 heure par mois. Et peut-être aussi, maintenant que j'y pense, je dis 1 heure par mois, une demi-heure par mois, évitez d'avoir quelqu'un que vous voyez plus que ça. Parce que quelqu'un que vous voyez, mettons, 4 heures toutes les 2 semaines, c'est plus un mentor, c'est un collègue. Oui, ok. Et il faut faire attention à ça. Et du coup, c'est pas focus. Et du coup, c'est pas focus, du coup, c'est une perte de temps. Enfin, à moins que vous y voyez vraiment l'aide et que c'est quelqu'un qui met ses mains dans le cambouis avec vous et qui vous aide concrètement. Mais si c'est pendant 4 heures quelqu'un qui vous donne des conseils, vous perdez au minimum 3 heures sur ces 4 heures. En 1 heure, c'est suffisamment de conseils pour avancer. Super. Bah, je vois que ça fait pile 1 heure qu'on est ensemble. Parfait. Eh ben, alors je pense que ça fait déjà une bonne quantité de conseils. Bon, eh bien, merci beaucoup, Grégoire. Avec plaisir. J'espère te revoir bientôt. Ouais, merci. Au revoir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.